Dans la deuxième partie de Polo News, nous vous proposons la prolongation de cette journée spéciale consacrée au pouvoir d'achat sur BFM TV avec nos invités qu'on va commencer par présenter parce que ça va prendre un petit peu de temps. Rodolphe Bonaf, bonsoir. Vous êtes président du groupe Aristide et expert de la grande distribution et de la consommation. Bienvenue. Bonsoir Jean-Philippe André, vous êtes président de l'ANIAL, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonsoir à vous. Et Mathieu Plane, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ravi de vous retrouver également. Et Philippe Corbet est resté avec nous sur ce plateau. Le pouvoir d'achat qui continue donc de subir évidemment les effets de l'inflation. Les prix des carburants ont repassé la barre des 2 € le litre depuis le 24 mai dernier. BFM TV a lancé son indice qui suit l'évolution des prix des secteurs de l'alimentaire, de l'hygiène, mais aussi du carburant. Du coup, l'idée, c'est de faire un point tous les 15 jours. Alors, voici ce qu'on observe aujourd'hui. Les trois principales tendances. Première leçon, c'est que tout augmente, sauf pour les produits qui concernent l'hygiène. Deuxième, les prix des produits alimentaires ont augmenté ces 2 dernières semaines de 3,44%. Un plein d'essence n'a jamais coûté aussi cher, quelle que soit l'essence qui est utilisée. C'est aussi l'une des leçons de cette étude qui est menée par les équipes de BFM TV, notamment du service Éco. Tout d'abord, quelques réactions de personnes qui ont besoin d'essence chaque jour. C'est compliqué de vivre comme ça augmente chaque mois. On se dit à la fin de mois, est-ce qu'on va pouvoir encore utiliser sa voiture? On est à peu près sur un budget de entre 300 et 500 € d'essence par mois. Si on compte le loyer, la nourriture, ça devient plus compliqué. Ouais. Je me suis privassée, donc je vais pas me priver parce qu'il faut que je mette de l'essence dans ma voiture. Donc après, on fait avec, on n'a pas le choix. Donc j'essaye d'attendre le dernier moment et puis j'en mets, mais voilà. Augmente et n'arrête de monter, donc effectivement ça réduit un peu notre volonté et on regarde à faire différents trajets par rapport à nos besoins. On se censure un petit peu. Juste un mot sur quelques chiffres qui sont observés dans cette grille tarifaire, des hausses assez édifiantes. Par exemple, exemple très concret, le prix des chocs à pic qui a augmenté de 97%, le prix des filets de poulet de 11% ou encore les pommes-potes, augmentation de 6%. Et je vous vois tous faire comme ça. Qu'est-ce que ça nous indique, ces chiffres ? Si la question est pour moi, non, ce que ça nous indique, c'est qu'on a un choc inflationniste qui est sans précédent depuis... on va dire le milieu des années 80. Et on n'est pas habitué, effectivement, à une telle volatilité des prix. Pour le moment, très concentré quand même sur l'énergie. Il faut savoir que la ponction essentiellement passe par l'énergie, mais elle se transmet progressivement à d'autres biens, et en particulier à l'alimentaire. Et la question suivante, c'est comment les salaires vont réagir face à cette inflation, parce que l'inflation grimpe, elle est à plus de 5%, mais les salaires n'augmentent pas autant. Ça va être le cas des prestations sociales, des retraites, on l'a vu avec les annonces au mois de juillet, mais la question, c'est qui encaisse les pertes de pouvoir d'achat. Elles sont très significatives au premier semestre. Il y a un recul du pouvoir d'achat de 1,8% au premier trimestre, ce qui est quand même très conséquent, mais il est très hétérogène et tout le monde n'est pas exposé de la même façon à cette inflation et tout le monde ne va pas connaître les mêmes augmentations de revenus aussi face à ce choc. Et c'est là la grande question et savoir comment le gouvernement va accompagner justement ce choc-là. Jean-Philippe André, dans cette grille tarifaire dont je parlais, il y avait certains produits qui baissaient, mais donc ces 3 produits qui augmentent, le poulet, les pommes-potes et les chocs à pic. Est-ce qu'il y a une explication derrière cela? Pourquoi concrètement ces produits-là augmentent aujourd'hui et dans cette mesure-là? Écoutez, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de catégories qui augmentent plus que les autres. Volaille, viande, plus 15%. Vous avez les œufs, plus 8%. Vous avez les pâtes, plus 15%. Et je voudrais juste, en 30 secondes, quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on est dans ce que j'appelle un genre de tourbillon d'inflation. On était sur ce plateau il y a quelques mois et on commentait l'après-Covid. On était assez content d'ailleurs de commenter l'après-Covid parce qu'il y avait la reprise. Et après Covid, ça signifiait un peu de matières premières déjà, beaucoup d'emballage et beaucoup de fret. Vous ajoutez là-dessus ce qui vient de se passer avec le 24 février, c'est-à-dire comme un conflit entre 2 très grandes puissances agricoles qui sont, avec le maïs, le grain, tout ce que vous racontez, le tournesol. Là-dessus, il y a des effets climatiques qui font que l'Inde annonce, on en parle un peu moins, annonce qu'il bloque les exportations de blé. On annonce depuis hier que le Brésil, premier producteur de sucre, a peut-être des campagnes de récolte plus faibles. Donc ouais, c'est la spirale infernale en fait. Oui, vous avez des gens qui prennent des mesures protectionnistes. Vous avez eu pendant quelques semaines l'Indonésie qui dit « j'arrête l'huile de palme ». Oui.
Par exemple. Et vous avez on top, quelque chose, à mon avis, qu'on oublie de temps en temps, c'est que sur les 15 dernières années, je parle sous votre contrôle, monsieur, on est à peu près à 1 milliard de personnes de plus sur cette terre. Vous mettez tout ça dans un immense checker qui était absolument prévu par personne, et vous arrivez à la situation où on arrive aujourd'hui. Et la conséquence, il y a notamment un chiffre qui est assez éloquent. Près de 20% doivent déjà renoncer à manger du poisson ou de la viande. Alors oui, malheureusement, c'est ce qu'on peut constater, c'est-à-dire que, vous savez, dans les achats alimentaires des Français, pour une certaine catégorie de Français, en fait, on peut mesurer le type d'achat en fonction des jours de la semaine. Hein, et donc, on se rend compte que finalement, la fin de mois arrive un peu plus tôt. Hein. Auparavant, la fin de mois arrivait vers le 25 du mois. On voyait certains achats ralentir, en particulier la viande ou même la lessive, par exemple, qui pèse assez lourd dans le panier. Donc, on la voyait finalement patienter pour attendre le mois suivant. Et là, on voit que ce mois est de plus en plus court. C'est à partir du 20, du 21 qu'on a cette baisse d'achat. Parce que une raison très très simple, c'est qu'il y a une forte concentration finalement et une pression très forte qui est sur le budget des ménages. Je vous donne un chiffre tout simplement pour illustrer ça. Il y a quasiment un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, quand ils ont décidé de dépenser 35, ils dépenseront pas 40. Ça veut dire qu'ils sont, chacun d'entre nous sommes comptables de ce propre budget et donc chaque produit va compter. Donc là, actuellement, dans la situation que nous traversons, eh ben oui, il y a des produits qui performent beaucoup plus que d'autres. Les marques distributeurs, tout simplement. Ouais. Pourquoi les Français sont pas bêtes, hein. Ça coûte entre 15 et 30% moins cher que les marques dites nationales, ou bien les produits premier prix qu'on avait presque vu disparaître de nos rayons, eh bien, ils sont en très forte croissance au niveau des ventes. Ils sont très importants, Natacha, ces chiffres, parce qu'ils donnent de la contenance à une expression un peu galvaudée qui est le pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Français, qu'on rabâche depuis des semaines. Et il y a ça ouvre plusieurs dossiers, en fait. Premier dossier, celui des inégalités. Vous l'avez tous dit, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Comment on fait pour limiter ces inégalités et pour aider exactement ceux qui sont les plus frappés. Et ça va être un problème politique. Par exemple, le débat sur le chèque alimentaire est un débat essentiel. Visiblement, le gouvernement a renoncé, en tout cas recule sur cette idée qui était proposée par la Convention citoyenne pour le climat, de dire on va aider les plus précaires, mais avec un chèque qui va flécher un petit peu leurs dépenses pour leur permettre de manger plus de légumes, pour leur permettre d'aller vers des légumineuses, c'est-à-dire des protéines végétales, et qui vont permettre de consommer davantage de produits locaux, de produits notamment produits en France. Et je pense que c'était une sphère vertueuse, un cercle vertueux, et que c'est dommage de revenir là-dessus, mais voilà, c'est la panique, on se dit on va pas les forcer à manger des légumes parce que ça coûte plus cher, donc allons-y. Donc il y a des politiques de fond. Deuxième point, il y a la question de savoir ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. C'est-à-dire qu'on a cette inflation, vous le disiez, qui en fait est la conjonction de plusieurs facteurs et que personne ne pouvait prévoir à ce point. En revanche, ça vient frapper un pays, la France, où il y a des problématiques de pouvoir d'achat. La question du logement, on le sait, 30% du budget des ménages. Du coup, l'alimentation, forcément, eh bien, les gens rognent là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix sur le logement. Ils n'ont pas le choix non plus sur l'énergie. C'est une question de mode de vie. Enfin voilà. Et ça, en fait, il y a plein de problématiques diverses et il faudrait pouvoir les traiter toutes en même temps. Et on voit bien qu'on est plutôt en train de colmater les brèches au fur et à mesure que ça s'ouvre. On écoutera dans un instant Philippe Corbet, la porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Il y avait évidemment sur la table le sujet de l'inflation, les mesures promises par l'exécutif. C'est branle-bas de combat, là, du côté du gouvernement. Oui, avec une difficulté opérationnelle qu'évoquait Natacha, puisque s'il y avait cette promesse de chèque alimentaire qui semble compliqué à mettre en place, et avec cette idée aussi comment politiquement expliquer qu'on donne une aide notamment à ceux qui ont des vraies difficultés de pouvoir d'achat pour faire leurs courses, et en leur disant oui mais il faut que vous achetiez des citrons bio produits tout près de chez vous, et vous pas caricaturez un peu, c'est pas l'idée, c'est pas des citrons bio, c'est de manger des légumes. Plutôt que d'acheter 10 paquets de pâtes qui vont permettre à la famille de tenir pendant plusieurs semaines. Non, je caricature, mais je parlais avec un responsable politique important qui était candidat à la présidentielle et qui me disait souvenez-vous des émeutes Nutella. Alors c'est une expression un peu exagérée, mais souvenez-vous de ce qui s'était passé quand une chaîne de magasins il y a quelques années avait proposé de la pâte à tartiner de marque Nutella, donc la marque vue comme la meilleure, ou je sais pas quoi, ou la plus chère en tout cas, et qu'il y avait eu des mouvements de foule
dans des supermarchés pour acheter cette marque. Et l'attachement à acheter telle marque plutôt qu'une autre, d'aller chez Carrefour et chez Auchan plutôt que chez Lidl. Et au fond, cette idée que même quand on a du mal à finir ce panois, on a envie d'avoir tel ou tel produit plaisir pour soi ou pour ses enfants. Et donc, c'est pas qu'on n'arrive pas à finir le mois ou qu'on n'arrive pas à manger à sa faim, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le produit qu'on aimerait avoir. Et tout ça crée une somme de petites frustrations qui, à chaque déplacement dans un supermarché, qui, à chaque fin de semaine avant d'aller faire ses courses, nourrit aussi une forme d'angoisse aussi sur si aujourd'hui je me sers là-dessus et demain je me serrais sur quoi. Jean-Philippe André, je crois que le chèque alimentaire, c'est un peu votre sujet. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement hésite sur cette mesure et qu'il dit que c'est difficile à mettre en place et surtout peut-être qu'on passerait à côté de l'objectif visé? Alors vous voyez, nous, industriels, professionnels du sujet, on est alimentés en ce moment par les panélistes pour essayer de comprendre ce qui se passe. 9 Français sur 10 aujourd'hui disent qu'ils sont absolument préoccupés et anxieux sur le niveau des prix. Et grosso modo, 50% d'entre eux se disent soit fragilisés, soit contraints. Les autres se disent pas inquiets ou préservés. Donc il y a quand même 50% de la population qui a ce sujet. Par rapport à ce que vous disiez, madame, je dis, aujourd'hui, on voit que l'État, parce que la France a quand même un comportement très spécial par rapport à d'autres pays, il faut quand même le dire ici, a décidé de prendre en charge une partie de l'inflation créée. Parce qu'il y a des boucliers énergétiques, il y a de l'essence, on annonce des augmentations des pensions, des retraites, etc. Et il y a un sujet, comme vous le dites justement, qui n'a pas été touché jusqu'à présent, c'est l'alimentation. Sauf que cet après-midi, j'étais avec le ministre de l'Agriculture, vous pouvez bien comprendre que nous avons parlé de cela. Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que l'alimentation, ça a une vraie valeur en France. Je le dis parce que je suis dans mon rôle qui est mal traité par le contexte français, puisque ça fait 8 années de suite qu'on baisse nos prix, etc. Mais tout le monde est conscient que ça a une valeur. Et il semblerait, et là je suis moins spécialiste, et heureusement qu'on n'avait pas de spécialiste de cette comptabilité un peu de la misère, il semblerait que des millions de Français aujourd'hui ont besoin de cette aide alimentaire. Donc nous, ce qu'on dit par rapport à ça, une fois de plus... Mais l'idée du chèque alimentaire, c'est plutôt d'aider les Français à bien manger. Vous dites oui ou non? Non, mais déjà, il faut encourager cette initiative, parce que ça permet déjà de laisser le cycle économique vertueux dans le rayon sur la vraie valeur de l'alimentation. Ensuite, il faut aider. Moi, j'aurais tendance à dire, ce que j'ai dit cet après-midi, j'ai porté la parole en ce sens, c'est de dire, il faut faire les choses simples, pas monter d'usine à gaz. Rappelons-nous que 80% de ce qui est dans les rayons français vient de l'agriculture française. Donc, on coche quand même 80% du problème. Je concède avec vous que 20% échapperaient. Mais je pense qu'à la fin, il ne faut pas faire... Et toutes les familles, y compris celles qui ont des problèmes comme ça, ont droit à avoir aussi un peu d'alimentation plaisir. Moi, j'aurais pas tendance à faire la bataille de la boîte du petit pois contre la tablette de chocolat. Je crois qu'on doit être capable, par les temps qui courent, d'allier un peu les deux. Voilà. Mais donc, vous qui avez passé la journée avec le ministre de l'Agriculture, une heure, le nouveau, vous avez l'impression que ce chèque alimentaire, il est clairement mis de côté ou que... Non. Alors, ma compréhension du sujet, c'est que on parle maintenant, comme vous le dites, d'un chèque inflation, mais peut-être aussi pour parer au plus pressé, parce qu'il y a une urgence en ce moment dans ce pays. Mais je crois que le chèque alimentation, tel que vous l'évoquiez sur la partie un peu plus sophistiquée, fera l'objet... En tout cas, c'est l'information que j'ai eue cet après-midi, d'une concertation de maintenant jusqu'à fin août, parce que qui est concerné? Nos métiers, l'agriculture, des organisations non gouvernementales, des associations, tout le monde, beaucoup de gens sont partie prenante à ça, et à la fin, je pense que le gouvernement va essayer... Ça peut être aussi une manière de gagner un peu de temps. On va écouter sur l'indemnité alimentaire d'urgence qui a donc été annoncée par le gouvernement pour la rentrée. La porte-parole Olivia Grégoire, qui s'est exprimée aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres et qui a donné donc quelques précisions sur le contour de cette aide. Ce montant, comme l'ont dit les ministres, à commencer par la première ministre, ce montant tiendra compte du nombre de personnes dans le foyer. Cette indemnité, donc, arrivera à la rentrée. Je n'ai pas de date plus précise au moment où je vous parle, mais elle arrivera encore une fois directement sur le compte en banque. Cette indemnité, elle vise à permettre aux Français qui ont des difficultés de pouvoir continuer à acheter, à faire leurs courses comme ils le faisaient avant. Donc on parle là de quantité, je dirais, de denrées alimentaires. Ça manque encore un peu de précision et surtout la question c'est est-ce que ça va suffire?
Alors, premier point, on voit bien que c'est le début des concertations. Le problème, c'est qu'il y a urgence et que donc la rentrée, c'est déjà loin pour les gens qui sont en grande difficulté. Mais de fait, le sujet est complexe, vous venez de le dire, il va falloir se concerter, décider exactement qui est concerné, comment être efficace, comment ne pas taper à côté. Deuxième point, le problème, c'est d'inscrire ça dans une politique beaucoup plus globale. C'est aussi ça, le souci. C'est-à-dire que là, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une politique de rustine. On fait des chèques. Ces chèques doivent s'inscrire aussi dans une vision de long terme. Je citais la question du logement. Je pense qu'il y a là aussi, dans la façon dont on va réorganiser petit à petit la vie des gens, les aider à trouver des moyens de contourner, les chèques ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Parce que de toute façon, il y a un moment où ce sont les finances de l'État, et il va falloir que les contribuables, c'est-à-dire les mêmes, ou en tout cas pas forcément les mêmes, les plus riches, ça on peut l'espérer, mais contribuent, donc il faut prévoir ça. Deuxièmement, vous disiez tout à l'heure une chose très importante sur la question des salaires. Ce qui va être extrêmement déterminant aussi, c'est la façon dont cette inflation va se dessiner. Or, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des pays en Europe où les salaires augmentent. Ce n'est pas le cas en France. Et là aussi, la question de savoir pourquoi et comment on peut essayer d'orienter l'économie française vers quelque chose qui soit pas, qui n'oblige pas l'État à pallier et à remplir le tonneau des Danaïdes, ça me semble une question C'est vrai qu'on entend beaucoup dire, Mathieu Plane, que ces mesures seront certes un appel d'air, mais qu'il faut des réformes de fond. Oui. L'autre levier possible, le seul autre levier possible, c'est effectivement l'augmentation des salaires. Il n'y a pas 25 solutions, j'imagine. Il n'y en a pas 25, mais il y en a quelques-unes. En fait, il faut savoir quand même que l'État a mis beaucoup en 2022. On sort du quoi qu'il en coûte sanitaire. Bien sûr. On est dans une forme de quoi qu'il en coûte face à l'énergie notamment. Ça va être pas loin de 40 milliards qui vont être mis sur la table pour compenser le choc inflationniste. Il faut savoir que d'ailleurs, la France a 2 points d'inflation en moins, notamment grâce au bouclier tarifaire et la remise de 15 centimes. Donc il y a une grosse intervention de l'État, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement quel est le comportement des entreprises face à ce choc inflationniste, et est-ce qu'ils prennent en charge une partie de ce choc en augmentant le salaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on a ce qu'on appelle un début d'effet de second tour pour compenser les pertes de pouvoir d'achat? Et ça, la tendance, c'est plutôt... Là, on voit une augmentation, mais on est très très loin de l'inflation. Mais il y a vraiment aussi un autre point qui est essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'en France, le SMIC est indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que ce qui est normal, pour garantir le pouvoir d'achat des personnes au SMIC, il est revalorisé en fonction de l'inflation. Donc il a augmenté de près de 6% depuis... à peu près le mois d'octobre. Sauf que les salaires qui sont juste au-dessus ne sont pas indexés. Oui. Ce qui veut dire que la vraie question, c'est pour la personne qui gagne 10-20% de plus que le SMIC. En gros, une partie de la classe moyenne ou le bas de la classe moyenne qui, pour le coup, là, encaisse un choc qui est très, très dur et pour le coup, qui voit son reste à vivre diminuer très fort parce que c'est un choc très, très rapide sur le pouvoir d'achat parce que l'énergie, l'alimentaire, c'est très peu substituable. Et donc, c'est un reste à vivre en moins et c'est extrêmement difficile pour ces personnes. Et donc, entre ce qui est fait aujourd'hui et l'augmentation des salaires, vous dites qu'il y a quand même des mesures intermédiaires? Non, alors il y a des mesures, parce qu'on voit le gouvernement intervient beaucoup, de façon assez large. Il préférait cibler parce que ça coûte moins cher, mais le ciblage, c'est compliqué. Il faut l'instruire, il faut le mettre en place. On voit que ça prend du temps, il faut le flécher. Donc, pour le moment, c'est extrêmement large. Ça posera la question à plus long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à un choc durable, plus structurel ou plus conjoncturel? Pour le moment, le gouvernement il fait plutôt le pari de quelque chose d'assez transitoire. Et c'est vrai que si on est sur quelque chose de durablement élevé avec des prix de l'énergie ou de l'alimentaire élevés, il va falloir accompagner les ménages les plus modestes, les plus exposés à ce choc. Alors, il y a quelque chose qui va être plus ciblé, c'est l'indemnité carburant. Oui. Philippe Corbet, c'est l'une des annonces de Bruno Le Maire ce matin, enfin une confirmation plutôt. Elle va durer, mais au bout d'un moment, on va revoir un peu les cibles. Alors, ça va être en temps. Il y a d'abord une prolongation de ce qui existe déjà, qui devait s'arrêter fin juillet, les 18 centimes par litre. Ça va être prolongé au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Et peut-être même un peu au-delà, en tout cas, avant qu'un autre dispositif soit mis en place, à l'automne, qui viserait les gros rouleurs, et notamment ceux qui ont besoin de beaucoup de travail, beaucoup rouler pour aller au travail. Ouais. Et l'exemple qui avait été évoqué ces derniers mois, c'était l'infirmière qui est dans une Clio d'occasion et qui a 50, 60, 80 km à faire par jour. Elle a, enfin, je veux dire, son enjeu n'est pas exactement le même enjeu que quelqu'un qui a une grosse voiture et qui part en week-end et qui peut décider ou pas de partir en week-end. Donc, voilà, pour l'infirmière, il y a une urgence à ce qu'elle soit aidée et peut-être même de façon plus nette. Mais
comme vous le disiez, sur ces questions de fléchage, c'est compliqué. Qui vous mettez dans les gros rouleurs? Alors vous mettez aussi les livreurs. Bah oui, les livreurs. Vous mettez aussi les taxis, évidemment les taxis. Mais après, vous avez une liste qui est très compliquée. Il faut rentrer dans le détail. Et puis, il va y avoir des choses absurdes. Et puis, à partir de combien de kilomètres vous êtes un gros rouleur? 20 km, 50 km, 100 km? Enfin, c'est compliqué, quoi. Là-dessus, Rodolphe. Oui, en fait, on voit bien que le gouvernement est sur le fil du rasoir. C'est extrêmement complexe parce qu'on est au cœur des inégalités qui existent dans notre pays, en réalité. Parce que même cette inflation, elle est très inégalitaire. Si vous regardez à chaque extrême, vous vous rendez compte qu'il y a 10% des Français qui vivent l'inflation aux alentours des 2,5, 2,7%. Et puis vous avez de l'autre côté 10% des Français qui subissent déjà une inflation de plus de 8%. Pour une simple et bonne raison, c'est vrai ce que vous disiez, lorsque vous habitez un peu en périurbanité ou en campagne, vous utilisez votre voiture de manière beaucoup plus intensive, et bien subitement, tout ça pèse beaucoup plus lourd. Eh bien, on voit que on est sur le fil du rasoir et que c'est extrêmement complexe de cibler les mesures pour s'assurer de faire un truc très très simple. C'est que n'oublions pas qu'on sort du Covid et que pendant cette Covid, les Français ont épargné 160 milliards d'euros de plus. Or, sur cette épargne, déjà 20% des Français ont déjà consommé toute l'épargne qu'ils avaient mis de côté pendant le Covid. C'est ces 20% de Français-là qu'il faut cibler. C'est à eux qu'il faut arriver à mettre en œuvre le maximum de mesures parce que c'est eux qui ont ces besoins-là. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on va tomber dans des usines à gaz un petit peu qui seront un peu plus pilotables à la fin. Et le résultat, c'est qu'on a l'impression que quoi que dise le gouvernement et quoi qu'annonce le gouvernement, ça ne suffit pas. En fait, c'est une course sans fin. De toute façon, il y a un moment où il va falloir admettre que nous risquons fort, contrairement d'ailleurs à ce que dit Bruno Le Maire, d'entrer dans une phase de long terme, d'inflation de long terme. On est en train de changer de cycle, visiblement, d'après ce que disent beaucoup d'observateurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a des mesures de court terme, évidemment, qu'il faut traiter immédiatement ces inégalités. Mais on ne va pas faire l'économie de mesures de long terme, c'est-à-dire qu'il y a des changements de conception, il y a des changements de mode de vie qu'il va falloir prendre en compte. Et d'ailleurs, en lien avec la transition énergétique, la transition écologique. Et il faut réussir, en fait, à concevoir quelque chose qui ne soit pas punitif, c'est-à-dire qui n'explique pas aux gens, en gros, votre mode de vie, et ben tant pis pour vous, vous êtes obligé de prendre votre voiture, et ben vous allez payer, parce que justement, ils n'ont pas choisi. Donc il va falloir accompagner à la fois sur le plan écologique et sur le plan économique pour petit à petit faire en sorte qu'il y ait plus de covoiturage, que l'urbanisme soit repensé, que les consommations d'énergie soient repensées. C'est tout ça qu'il faut faire sur le moyen terme. Mais exactement, acheter des produits de saison. C'est pour ça que je disais que le chèque alimentaire, me semblait-il, pouvait être aussi un moyen d'orienter vers ces produits de saison, vers ces produits non transformés, même si je sais que vous, votre métier, c'est de les transformer, ces produits, mais aller aussi vers des produits non transformés, donc qui, en fait, coûtent moins cher in fine. C'est tout ça qui peut petit à petit aider à une transition un peu plus douce. Alors justement, sans parler de sacrifice ou de renoncement, s'il y avait deux, trois habitudes à changer, là, pour faire face à cette situation, quel exemple vous donneriez à ceux qui nous regardent? Alors, toujours les mêmes panélistes nous disent qu'aujourd'hui, les consommateurs le font déjà. C'est-à-dire qu'ils s'orientent de plus en plus vers les promotions. Monsieur Lisée, il s'augmente de plus en plus vers les marques de distributeurs. Ils comparent les produits, ils analysent les étiquettes. Ouais. Et juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, hier a été publiée une étude qui s'appelle Cyclope, qui est une grande étude sur la transformation macroéconomique des hausses. Et c'est assez intéressant que tout ce magma de chiffres il y avait un titre littéraire. Et ça va vous inspirer. C'était Le Monde d'hier. Ouais. Et Le Monde d'hier, c'est une allusion évidente au livre de Stefan Zweig. Et c'est de dire, il y a quelque chose sur le fond qui est en train de changer, ce que vous êtes en train de décrire. On ne sait pas encore bien le décrire. La preuve, vous tâtonnez dans où est-ce qu'on cherche, mais quelque chose est en train de se passer. Et je voulais juste ajouter une chose. Le gouvernement, puisque vous l'évoquiez, il a aussi à un moment, indépendamment du citoyen de base, la nécessité de voir comment il va piloter cette défense du pouvoir d'achat, sur lequel il intervient déjà, mais aussi la compétitivité de l'entreprise France. Parce qu'il y a des arbitrages à faire. Et je reviens à ces transformateurs que nous sommes et très fiers de l'être. Et qui font partie aujourd'hui, nous, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des augmentations de matières premières, on a des augmentations d'emballage, on a des augmentations d'énergie, on a des pénalités logistiques, on a des baisses de trésorerie et on passe pas les tarifs. Et si on passait mieux tout ça dans un cercle vertueux, on pourrait revenir à votre point qui est de dire les salaires pourraient être traités de manière plus vertueuse et plus normale dans ce pays, ce qui n'est pas le cas. Juste sur le monde de demain, ou du moins les prochains mois, je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire.
on protège contre l'inflation et nous continuerons de protéger contre l'inflation tant qu'elle durera. Tant qu'elle durera. Oui, tant qu'elle durera. Après, on fera évoluer les dispositifs en fonction des chiffres de l'inflation, mais aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation. Et ce pic de l'inflation va encore durer quelques semaines, voire quelques mois. Il y a la guerre en Ukraine, le blocage chinois, donc le pic inflationniste dans lequel nous sommes aujourd'hui va encore durer quelques semaines ou quelques mois. Je le dis avec beaucoup de gravité pour que chacun voit quelle est exactement la situation. Et puis je pense que début 2023, nous verrons commencer à refluer l'inflation. Donc nous devons protéger. Nous le faisons avec efficacité. Nous avons le taux d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. Cette inflation pourrait refluer, donc commencer à refluer au début 2023. Mais si cette inflation est en partie conditionnée par la guerre en Ukraine, qui connaît la fin de la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qui lui permet de dire ça, au ministre? Est-ce que c'est un peu risqué? Alors c'est un peu risqué. Je pense que c'est aussi une façon de dire que les anticipations, pour les consommateurs, les investisseurs, c'est de dire que cette inflation est transitoire, qu'elle n'est pas durable. Donc ça joue aussi sur les comportements. Ça permet de dire aussi, je fais des politiques budgétaires qui sont ciblées parce qu'on a un choc transitoire et pas permanent. Donc, vous pouvez effectivement dépenser plus parce que c'est pas de la dépense permanente. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre point, c'est que la prévision sous-jacente, c'est qu'on est sur finalement des prix de l'énergie qui stagneraient à un niveau élevé, mais qui arrêteraient d'augmenter. Et donc ça, c'est une hypothèse qui peut être vraisemblable, mais qui est aussi incertaine parce que, d'une part, il y a la question de l'embargo européen sur les hydrocarbures russes, il y a le pétrole, mais il y a aussi la question du gaz. Et puis, il y a la question de la Chine et la stratégie zéro Covid, c'est-à-dire qu'on a un problème des approvisionnements qui crée des tensions très fortes, y compris sur les composants industriels. Donc, effectivement, c'est un scénario qui n'est pas irréaliste, mais on voit bien qu'on est face à un moment d'incertitude qui est très, très élevé. D'autant audacieux. Oui, mais d'autant qu'il y a une ambiguïté énorme dans le discours de Bruno Le Maire. C'est que lui dit l'inflation va refluer. Or, c'est pas du tout la même chose de dire en gros, les prix ont augmenté, ils vont redescendre, et de dire les prix vont arrêter d'augmenter, mais rester à un pic élevé. Or, pour l'énergie, on ne sait pas très bien. Une inflation qui reflue, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez une inflation qui fait 5 ou 6% et l'année après elle fait 3%, c'est que les prix continuent à augmenter, mais ils augmentent moins vite. Nous sommes bien d'accord, c'est ce que je soulignais. C'est-à-dire que ce que les gens entendent n'est pas en fait la réalité de ce qu'ils décrivent. Les gens, quand on leur dit l'inflation reflue, ils vont avoir tendance à penser les prix vont baisser. Eh bien non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça risque de rester élevé et en particulier, vous le disiez, la question du fret, la question du prix des transports, c'est quand même, ça va être un des problèmes essentiels à gérer. C'est pas que français, parce que par exemple Joe Biden a à peu près le même discours que celui de Bruno Le Maire en disant qu'il y a une inflation immédiate et une inflation sur plus long terme. Et ce matin, à la une des deux plus grands journaux américains, il y a un rapport de la Banque mondiale qui indique une perspective de moyen terme très inquiétante, en citant notamment aussi les confinements en Chine qui vont avoir des effets qu'on ne mesure pas totalement aujourd'hui et qui casse, entre guillemets, déconstruit ce discours politique qu'on voit dans plusieurs pays. C'est terminé, merci beaucoup. Désolée, la prochaine fois, je vous ai coupé la chiquette. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Natacha. Merci Alice.